Bien, bonjour à toutes et tous. Et donc, nous avons le plaisir de commencer quasiment à l'heure, ce qui est une vertu journalistique, n'est-ce pas ? Mais, cher public, vous ne savez pas à quoi vous avez échappé, puisque un retard de train entre Paris et Tours a failli nous réserver le pire. Mais soyez les bienvenus, et un grand merci à nos invités d'avoir fait en sorte de nous rejoindre en temps et en heure. Alors, la conférence des écoles de journalisme est heureuse de vous accueillir ce matin pour la première des 2 tables rondes qu'elle organise traditionnellement dans le cadre des assises du journalisme de Tours. Alors, vers 11h, nous parlerons intelligence artificielle avec notre collègue Jacques Araskievez qui est présent dans cette salle. Mais pour l'heure, nous allons parler école reconnue au sens de l'agrément des cursus de formation au journalisme par la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes, la CPNEJ. Un dispositif original qui mérite que l'on s'y arrête sans doute particulièrement cette année. D'abord parce que, mais on va en reparler sans doute de manière plus précise, c'est un dispositif qui reste parfois assez méconnu du grand public, ça c'est sûr, et un peu nébuleux aussi, y compris aux yeux de certains confrères et consoeurs, même lorsqu'ils ont pu eux-mêmes, il y a 10, 20 ou 30 ans, être formés dans une de nos écoles. Ensuite, parce que le périmètre des écoles reconnues est en train de bouger, d'évoluer. Ce dispositif qui date de 1956, avec les 2 premières accréditations obtenues par le CFJ à Paris et l'ESJ de Lille, n'a cessé depuis de s'agrandir. Avec l'entrée du QEJ à Strasbourg et de l'IJBA, qui ne portait pas ce nom-là à l'époque, en 1968 et 1969, du CELSA à Neuilly et de l'EPJT ici même à Tours en 1981, l'entrée de l'IPJ à Paris en 1991, le JT à Toulouse en 2001. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose en rapport avec les années en 1 et puis les décennies, mais non, parce que figurez-vous que l'IUT de Lannion, l'EJCAM à Marseille et l'IFP à Paris rentrent en 2004, le JDG à Grenoble en 2005, l'école de journalisme de Sciences Po Paris en 2009. La dernière entrée, jusque finalement très récemment, était celle de l'IUT de Cannes en 2013. Et donc 2025 enregistre une nouvelle arrivée puisque l'école de journalisme de Gennevilliers, qui est rattachée à CY Cergy Paris Université, vient de recevoir l'agrément de la CPNEJ et pour que l'information soit absolument et totalement officialisée, en fait, nous n'attendons plus qu'une parution au journal officiel. C'est l'occasion de souhaiter bienvenue évidemment à cette 15e école dans laquelle est impliqué notamment Jean-Claude Lescure, qui l'a pour ainsi dire porté sur les fonds baptismaux, et Axel Boursier qui en assure aujourd'hui la direction. Alors je parle d'école, mais en fait c'est un raccourci, un peu une facilité de langage, puisque la CPNEJ reconnaît des cursus. Donc à ce jour, 13 cursus de master, ou donc soit diplôme national, soit grade de master, soit diplôme privé visé, mais en tout cas ayant niveau master, et 2 bachelors universitaires de technologie. Donc c'est bien des cursus qui sont reconnus et non l'ensemble des activités des écoles qui peuvent par ailleurs être beaucoup plus étendues, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Enfin, cette table ronde intervient dans un contexte particulier, dans le sillage d'une actualité qui n'aura échappé à personne dans cette salle et qui a attiré l'attention sur une école de journalisme en particulier, l'ESJ Paris, école non reconnue celle-là, à l'occasion de son rachat par un consortium de milliardaires, possesseurs de médias, messieurs Bolloré, Saadé, Arnaud, la famille Dassault, ainsi que Pierre Gattaz pour parler des principaux contributeurs, consortium emmené par l'entrepreneur Vianney d'Alençon. L'ESJ Paris n'ayant rien à voir avec l'ESJ Lille, reconnu, je viens de le dire, depuis 1956, ce qui n'a pas empêché, y compris au sein des articles rédigés par certains de nos confrères ou de nos consoeurs, une certaine confusion au moment de cette actualité. Voilà. Donc tout ça, c'est autant de bonnes raisons de se réintéresser au dispositif de reconnaissance
des écoles en France, ce que nous allons faire sans tarder avec Nicole Gauthier, que j'ai le plaisir d'accueillir. Vous êtes Nicole, alors je vais vous voyer parce que c'est un principe que je me suis imposé il y a très très longtemps, même si évidemment il n'échappera à personne que par ailleurs je peux avoir des liens qui m'amènent à tutoyer un certain nombre des membres de cette table ronde, mais voilà, c'est un principe que je me suis fixé il y a très longtemps par respect pour les gens qui nous écoutent. Donc chère Nicole, vous êtes membre du comité éditorial de la CNMJ, la Conférence nationale des métiers du journalisme, instance de réflexion à laquelle vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie depuis de nombreuses années à différents niveaux de responsabilité. Vous êtes également toujours, sauf erreur de ma part, chargé de mission éducation aux médias à l'ENS, École normale supérieure Paris-Saclay. Et vous avez dirigé pendant 10 ans le CUEJ, le Centre universitaire d'enseignement du journalisme, dont l'actuel directeur est parmi nous également aujourd'hui. Donc c'était entre 2009 et 2019. Universitaire d'enseignement du journalisme de l'Université de Strasbourg, absolument. Pardonnez-moi, chère Nicole. D'avoir raccourci l'acronyme. Et tout cela après avoir été journaliste à Libération pendant 16 ans. 23 ans. Très bien, parfait. Ouais, j'ai bêtement consulté votre page LinkedIn. Ludovic Finez, reprenez-moi donc si je fais erreur. Vous êtes depuis quelques mois le nouveau président donc, de la CPNEJ, la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes. Commission au sein de laquelle vous siégez depuis 5 ans au titre de vos mandats, voilà c'est ça, de représentant syndical SNJ-CGT, dont vous êtes par ailleurs secrétaire général adjoint. Et vous êtes aussi, et avant tout, j'ai envie de dire, journaliste indépendant à Lille. Moi, je préfère dire rémunéré à la pige. Rémunéré à la pige, très bien. À Lille, oui, effectivement, et notamment pour l'Humanité et les titres qui sont édités par l'entreprise de presse de la CGT. Très bien. L'occasion de passer une info pour ceux qui ne savent pas. La CGT a une entreprise de presse. Parfait. Précision notée. Pascal Guéné, vous intervenez aujourd'hui en tant que président de la Conférence des écoles de journalisme. Vous êtes par ailleurs directeur de l'Institut pratique du journalisme, l'IPJ Dauphine PSL. C'est bien ça ? Parfait. Je ne me risquerai pas à dire depuis combien de temps ? Parce que je ne voudrais pas subir une deuxième humiliation. Voilà, c'est ça. Parmi vos autres responsabilités, Pascal, précisons que vous êtes membre du comité directeur du World Journalism Education Council, donc Conseil mondial pour l'éducation au journalisme, dont le prochain congrès aura lieu à San Francisco au mois d'août. Ludovic Finez, si vous m'autorisez, je vais commencer par vous. La reconnaissance par la CPNEJ repose sur 2 textes. D'une part, les critères de reconnaissance qui sont au nombre de 8, et puis le référentiel des formations qui correspond en fait au critère 4, mais qui est développé dans un texte à part, et qui détaille les attendus de la profession, c'est-à-dire en gros ce que la profession attend comme compétences chez les jeunes journalistes à l'issue de la formation. Alors on pourra peut-être rentrer dans les détails ensuite, mais d'abord, pouvez-vous nous redire d'où vient cette nécessité ressentie par la profession de se doter de cursus reconnus, de cet outil de formation finalement, et quelles sont les finalités de cette reconnaissance, alors que pendant très longtemps, les journalistes étaient formés pour le meilleur ou pour le pire, sur le tas, dans les rédactions. Alors oui, ça m'amène à donner quelques précisions, ce sera des rappels pour certains, j'imagine, de ce qu'est la CPNEJ, comment elle fonctionne, comment elle est constituée. Elle est instituée par la convention collective. Elle figure, elle est mentionnée, en fait, sa création est mentionnée par la convention collective des journalistes. Comme son nom l'indique, Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes, elle est paritaire, c'est-à-dire qu'elle intègre des représentants d'un côté des organisations syndicales de journalistes, donc les 4 syndicats représentatifs qui sont SNJ, SNJ-CGT, CFDT journalistes et FO, la FASAP FO, parce qu'il y a plusieurs syndicats de journalistes chez FO, et puis de l'autre côté, les organisations d'employeurs, d'éditeurs de presse.
je vous les cite rapidement, je vais sûrement en oublier un ou deux, mais en gros, c'est la presse quotidienne régionale, c'est la presse hebdomadaire régionale, c'est la presse quotidienne départementale, c'est le SEPM, la presse magazine, la presse spécialisée, les agences de presse, bien sûr, les médias de service public, et je regarde mon anti-sèche pour voir si j'oublie personne, les radios libres, et on a deux organisations qui complète, on va dire, le tableau des organisations employeurs d'éditeurs qui ne siègent pas, qui pourraient tout à fait le faire. Elles n'ont tout simplement pas désigné de représentants, qui sont le SPIL et le CIRTI, les radios indépendantes, le SPIL étant le syndicat de la presse indépendante en ligne. Voilà, donc nous, on fonctionne beaucoup au consensus. Alors, ce qui peut être amusant, ce qui m'a parfois un petit peu déstabilisé au départ, c'est qu'en fait, on retrouve autour de la table des personnes communes, mais dans des circonstances assez différentes, parce que nous, organisations syndicales, on a face à nous des organisations patronales mais qu'on rencontre régulièrement dans des négociations de branche, des négociations salariales, etc., où l'ambiance est assez différente, on va dire, puisque les vues sont pas forcément les mêmes quand les mêmes personnes siègent autour de la table d'une négociation annuelle obligatoire de branche ou à la CPNEJ. Donc on a évidemment un règlement intérieur qui fixe la façon dont se passent les votes quand il y en a besoin, mais c'est assez rare et souvent les décisions se prennent à l'unanimité. Voilà, donc effectivement, alors je ne sais pas si je vais détailler tout de suite les critères, peut-être les critères oui, parce que il y en a 8, c'est assez rapide à rappeler. Les attendus, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais effectivement, donc nous, notre rôle, alors il n'est pas que la reconnaissance. Alors on utilise le terme de reconnaissance des écoles de journalisme par la profession. Je me suis fait rattraper il n'y a pas longtemps par le ministère parce que je me suis trompé, j'ai parlé d'accréditation, et évidemment ils ont raison. Non, attention, l'accréditation c'est le ministère, oui, donc erreur de débutant. On parle bien de reconnaissance de la profession. Donc sur 8 critères, alors ils ont un ordre parce qu'ils ont un numéro, mais il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut que les 8 critères soient remplis par les écoles qui soient candidatent à une première reconnaissance, soit demandent un renouvellement, puisque nous, on accorde la reconnaissance pour un délai de 4 ans, et ensuite, donc, régulièrement, les dossiers reviennent. Donc, l'ancienneté du cursus, il faut qu'il y ait au moins deux promos qui étaient diplômés par le cursus en question. Je ne reviens pas sur la différence cursus école. L'existence et le fonctionnement, bien sûr, d'un conseil pédagogique paritaire. Donc pareil, dans ce conseil pédagogique paritaire, il faut des organisations syndicales de journalistes, il faut des organisations d'employeurs, et il peut tout à fait être complété de ce qu'on appelle des personnalités qualifiées. Donc le conseil pédagogique parle de programmes, parle du fonctionnement des écoles. Alors parfois, ce sont des gens qui siègent à la fois à la CPNEJ et dans ces conseils pédagogiques, mais pas forcément, puisque ce sont les organisations qui les désignent. Le critère de diversité. Donc là, on regarde plus spécifiquement les provenances des étudiants, l'existence de systèmes de bourse, etc. Les compétences des étudiants, évidemment. Alors là, c'est le critère 4 qui, effectivement, donc, renvoie aux attendus de la profession. Donc c'est un peu tautologique, c'est-à-dire qu'on a des attendus et il faut que ces attendus soient enseignés et qu'on ait une procédure d'évaluation d'acquisition de ces attendus. Les moyens techniques et pédagogique, j'y reviens pas, je pense que vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit, du matériel qui soit suffisamment similaire à ce qu'on va rencontrer dans des rédactions, centres de doc, etc. L'encadrement et l'évaluation, je l'ai un peu évoqué. L'équipe doit être suffisamment pérenne, constituée d'enseignants diplômés. D'une part importante, même s'il n'y a pas de taux qui est fixé, de journalistes professionnels. L'encadrement des stages en entreprise, je ne reviens pas sur la durée, mais si vous voulez, il y a une durée minimale, il y a une durée maximale. Le dossier de reconnaissance, tout simplement, il faut déposer un dossier de reconnaissance. Je ne vais peut-être pas développer le référentiel tout de suite, on verra si ça vous intéresse. Oui, non, mais juste peut-être sur le référentiel.
essentiels, les attendus de la profession. Peut-être quelques exemples comme ça très rapides et puis peut-être juste un petit commentaire sur la philosophie générale finalement. Il s'agit de compétences très précisément identifiées en fait, hein, tout au long d'un texte, hein, qui fait une dizaine de pages et qui est rangé par grands chapitres, hein. Donc par exemple, hein, j'ai sous les yeux là le début, c'est les techniques et fondamentaux du métier appliqués aux différents médias d'information. Premier sous-chapitre, recherche, collecte et vérification de l'information. Je ne vous fais pas toute la liste, mais par exemple, vérifier et recouper les informations, protéger les sources d'informations, connaître les outils numériques. Enfin voilà, bon, c'est une liste comme ça voilà. Peut-être sur sa philosophie générale. Sa philosophie générale, elle a un peu effectivement rappelé par notre préambule des critères, qui est que on forme dans les écoles, on forme des journalistes, qui ont une certaine façon de fonctionner, éthique, déontologie, suivant les termes que les uns ou les autres reprennent, qui sont capables de mettre en perspective effectivement l'info, qui sont formés sur des supports différents, qui sont formés à potentiellement travailler plus tard dans des supports différents, dans des formes de médias différents, sur des fonctions qui sont diverses. Voilà. Et puis donc effectivement, la partie la plus développée, c'est tout ce qui est technique et fondamentaux, hein, collecte de l'information, son traitement, sa vérification, etc. Ensuite, l'entreprise de presse, connaissance de la profession d'abord, comment elle fonctionne, hein, le marché de la pige, par exemple. Enfin, je détaille pas, il y a comme ça toute une série d'items. Connaître le fonctionnement de l'entreprise de presse, hein, son statut juridique, ses obligations, etc. Et évidemment, la dernière partie, c'est tout ce qui est culture générale. Là-dedans, on parlera peut-être un petit peu d'alternance après, parce que c'est quand même un des sujets majeurs du moment. Oui. Mais effectivement, là-dedans, on précise aussi dans nos critères ce qui peut être acquis en entreprise quand on est en alternance et ce qui doit absolument être acquis en présentiel à l'école, en tronc commun. Voilà. Merci pour ces précisions. Donc Pascal, en fait, l'idée de cette reconnaissance, c'est de former des jeunes journalistes, un généraliste, et puis deux, dont finalement, à travers ce système, c'est l'idée de garantir leur employabilité à long terme, parce qu'une formation en journalisme généraliste, mais aussi détachée finalement d'une entreprise de presse en particulier et de ses pratiques particulières. Mais oui, tout à fait. Alors d'abord, peut-être pour rebondir et pour dire à Ludovic qu'il a parfaitement raison face au ministère de parler d'accréditation, puisque lorsqu'on parle d'accréditation, de quoi parle-t-on ? On parle d'une démarche volontaire portant sur la qualité qui donne reconnaissance à un organisme donné. Et donc si la CPNEJ ne fait pas ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Et le ministère, s'il s'intéresse à la nomenclature, ferait bien de faire le ménage entre des formations qui délivrent des diplômes et des lieux fantaisistes où les étudiants sortent d'un cursus sans aucun titre. Je ferme cette petite parenthèse, mais je pense que c'est important à noter donc, sur ce point. Non, je pense qu'effectivement, le lien, évidemment, le lien emploi-formation, il est un peu incarné par ce dispositif de formation et par le fait qu'effectivement, autour de la table, dans notre instance de reconnaissance, voire d'accréditation, siègent à la fois les représentants des entreprises dans leur diversité, bien sûr, parce qu'effectivement, c'est bien aussi que les différentes formes de presse et de médias y soient représentées, comme sur les organisations de journalistes. Puisque d'un côté, ça nous permet évidemment d'avoir l'expertise et la demande de l'industrie, entre guillemets, c'est-à-dire comment vont ces évolutions du métier, mais en même temps d'avoir aussi le regard indispensable de ceux qui la pratiquent et qui finalement co-construisent ces référentiels de formation. Donc on est là vraiment dans, je dirais, un modèle tout à fait vertueux, et c'est aussi ce qui nous permet, nous, en permanence, école reconnue, de pouvoir faire évoluer nos référentiels de formation et de délivrer toujours la meilleure formation possible à nos étudiants et aux futurs diplômés, à tous nos journalistes en formation. Alors, je me tourne vers tous les deux qui êtes ou qui avez été jusque très récemment à la tête d'école.
comment est-ce que concrètement, quand on sollicite une reconnaissance ou quand on sollicite un renouvellement, comment est-ce que concrètement, voilà, ça correspond à quoi très concrètement dans vos écoles de se préparer à ce dispositif? On est dans nos structures, on est habitué à tous les dispositifs de contrôle, d'accréditation qui existent. Donc notre instance principale, c'est l'HCERS, déjà, qui évalue les cursus de formation. Et donc, ça veut dire que et c'est très intéressant, et d'ailleurs ça pose vraiment la question de la reconnaissance, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, ça va être un moment où on va devoir déterminer, par rapport aux critères, des réponses à certains indicateurs et à des éléments de preuve qu'on va devoir fournir dans le dossier d'accréditation. Et donc, ça demande quand même un temps extrêmement important, bien sûr, un temps extrêmement important de consacrer à ce dossier, mais aussi une expertise qu'on a, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou hélas, dans nos établissements, qui fait qu'on est absolument habitué à préparer des dossiers de cette nature-là, quoi. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, et je pense qu'un dossier d'accréditation, on doit être, s'il est mené de bout en bout avec toutes les étapes, etc., je pense qu'on est à quelque chose que j'estimerais à 3 mois hommes à peu près en termes de préparation, si on ajoute tout le temps nécessaire pour le produire. Oui, si je peux compléter, c'est effectivement que la plupart des filières reconnues qui dépendent d'établissements, et notamment ceux qui sont dans des établissements publics, en fait, sont soumis à un double dispositif d'accréditation. C'est-à-dire qu'on parle d'une accréditation pour son diplôme. Alors ça peut être un but pour les IUT, c'est un master dans la plupart des formations universitaires reconnues qui forment au journalisme. Donc il y a un double dispositif qu'il faut faire comprendre par tous nos interlocuteurs. Les interlocuteurs au sein de l'université, pour ceux qui sont dans l'université, mais c'est quand même l'écrasante majorité, il y a 15 écoles reconnues, donc ça fait une majorité numérique petite, mais c'est quand même une majorité réelle dans ce collectif de la CEJ, donc ça c'est la première chose. Et le faire comprendre aussi dans les discussions avec la CPNEJ, notamment quand il n'y a pas de synchronisation entre les deux dispositifs d'accréditation. Ça peut être très compliqué parce que ça veut dire remettre sur le chantier à peu près une fois tous les 2 ans un dispositif chronophage et qui peut parfois rentrer pas en contradiction, mais en conflit d'intérêts un petit peu par moment. Et donc les établissements, l'essentiel des établissements reconnus, des cursus reconnus, sont vraiment soumis à cette double démarche qui a ses propres exigences et sur laquelle aucun des 2 membres ne cède à aucune des exigences. Alors, effectivement, vous faites bien de rappeler cette dimension-là, puisqu'on peut parfois entendre dans certains discours portés par certaines structures de formation les écoles reconnues par la profession, mais nous, c'est encore mieux, on est reconnus par l'État. Bon, alors évidemment, toutes les formations reconnues par la profession sont déjà, en fait, reconnues et identifiées et autorisées. C'est d'ailleurs dans les critères de la CPNEJ. Voilà. Donc c'est pour ça que ça va mieux. Ça va toujours mieux. C'est un préalable de la CPNEJ. Ça va toujours mieux en le disant. Pascal, quand on est une école reconnue, et donc on a vocation à rejoindre, c'est presque en miroir, la conférence des écoles de journalisme que vous présidez donc depuis 2019. Comment est née la CEJ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ça? Et Nicole pourra éventuellement voler à votre aide. Et quelles sont ses missions finalement? La CEJ naît tout d'abord d'une association qui au départ ne regroupe que les écoles publiques de journalisme, et autour notamment, je pense, de l'impulsion d'Alain Chanel à l'époque, au QEJ, et qui, dans les années 2000, va s'étendre à l'ensemble des formations reconnues. Et donc, elle est, dans un premier temps, sans doute un lieu d'échange autour des établissements publics,
Et puis après, on étend cela en se rendant compte qu'à partir du moment où on héberge une formation reconnue, eh bien, les enjeux et les problématiques sont les mêmes. Et donc, notre conférence, elle va fonctionner comme beaucoup d'associations professionnelles pendant assez longtemps, c'est-à-dire sous forme de quelques rencontres dans l'année, d'une journée d'études, etc., etc. Et puis au tournant du confinement et de la Covid, on va changer totalement de rythme de fonctionnement et peut-être même un peu structurellement de notre identité même, puisque on va, à l'occasion du confinement, commencer à se voir en visio beaucoup plus régulièrement, une fois par semaine sur ce rythme-là. Dans un premier temps, afin de partager dans la difficulté les modalités d'aménagement de nos cursus, de façon à ce qu'on puisse assurer la reprise des enseignements le plus rapidement possible. Mais on va se rendre compte que face aux immenses dangers qui touchent aujourd'hui l'enseignement supérieur en général et la formation des journalistes en particulier, on a cette nécessité de maintenir un lien. Et donc, depuis maintenant 5 ans, en réalité, tous les mercredis matins de 9h à 10h, sauf aujourd'hui parce qu'on est ici, on a une petite excuse, eh bien, les directeurs et directrices des cursus reconnus se retrouvent pour un point pour traiter de sujets qui sont des sujets réglementaires, du lien avec les entreprises, de l'environnement économique très particulier, de nos tutelles, etc., etc. Et je pense que ça, c'est tout à fait original dans le paysage de l'enseignement supérieur, puisqu'il existe d'autres conférences, la conférence des grandes écoles, la conférence des écoles d'ingénieurs, la conférence des présidents d'universités, mais je pense qu'aucune n'a ce rythme de fonctionnement, et ce qui nous donne aussi la possibilité d'avoir ce rythme de fonctionnement et d'échange entre nous, je dirais, c'est aussi notre périmètre qui est suffisamment restreint pour que, eh bien, dans nos rencontres régulières, on puisse créer du lien, chacun puisse s'exprimer sur ces problématiques. Réunion que vous connaissez bien en tant que secrétaire général et fidèle gardien de nos comptes rendus, cher Arnaud. Oui, bien sûr. Oui. Si je peux ajouter quelque chose sur la CEJ, indépendamment de ses rôles et de ses missions. Alors, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont des initiés, donc n'ont pas tellement de choses à apprendre, mais pour ceux qui sont moins familiers de cette structure, compte tenu de ce que nous avons expliqué tout à l'heure sur le rôle de la CPNJ, il faut bien comprendre, contrairement à ce qui est aussi parfois perçu par des confrères ou par d'autres formations, la CEJ, ce n'est pas un club qui se coopte. C'est-à-dire que ce n'est pas la CEJ elle-même qui définit potentiellement ceux qui peuvent adhérer à l'association. Donc, ce n'est pas un club de copinage, quoi. Je pense que c'est important de rappeler qu'on n'est pas... parce que les écoles reconnues ont souvent tendance à être considérées comme un petit lieu d'entre-soi. Certes, elles ont en commun d'être reconnues, mais ce n'est pas elles qui font la loi de la reconnaissance. Et j'espère qu'on l'a bien compris après tout ce qu'on vient de dire depuis le début. Absolument. Mais gardez le micro, Nicole, parce que donc vous avez dirigé une école de journalisme pendant 10 ans. Qu'est-ce que c'est finalement qu'une école reconnue? C'est-à-dire, si on essaie de voir les choses selon un peu une matrice droit et devoir, enfin d'ailleurs pas tant droit et devoir que obligation et opportunité et éventuellement contrainte, mais n'oublions pas aussi bien sûr d'expliciter les opportunités. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tableau comme ça de... Oui, je vais essayer d'être assez synthétique. Non, effectivement, droit et devoir peut-être pas, mais droit et contrainte, alors ça oui. Donc du côté des perspectives que ouvre l'accréditation au cursus dit reconnu, c'est évident qu'il y a des avantages incontestables par rapport. Il y a les partenariats privilégiés pour les recrutements, les stages de PQR entre la première et la deuxième année qui sont conventionnés, rémunérés. Alors, probablement pas suffisamment, à hauteur suffisante, mais qui sont quand même des stages vraiment rémunérés au-delà du conventionnel minimal. Il y a de la fluidité dans les relations entre médias et employeurs. Il y a
du respect de la pédagogie et de la dynamique de chaque école. Donc chaque école, même dans le club des écoles reconnues, peut vraiment exercer sa liberté pédagogique. Donc et je dois dire que cette liberté pédagogique, la CPNJ en est extrêmement respectueuse. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Donc il y a aussi des échanges réguliers entre les écoles et la CPNJ, donc les représentants des médias, éditeurs et syndicats de journalistes, qui sont utiles aux uns comme aux autres, je pense, même si le cadre de la reconnaissance reste du ressort de la CPNJ. Donc ça c'est du côté de ce qu'on peut qualifier les avantages ou alors indépendamment des avantages conventionnels, réduction de la durée de stage, pour l'obtention de la carte, pour l'obtention de la carte de presse, ou mais c'est important pour les étudiants, c'est aussi important à faire valoir pour les établissements qui abritent des filières reconnues. Et normalement, pardon, j'ai juste ajouté ce petit point, normalement aussi une grille tarifaire négociée plus avantageuse lorsqu'on sort d'une école reconnue. Lorsqu'on sort, voilà. Oui, alors après, effectivement, il y a des effets de... Bon, ça dure... Mais de toute façon, il y a des procédures de recrutement qui sont, enfin plus que la grille tarifaire, ou au moins autant, il y a des processus de recrutement qui sont fléchés cursus reconnus et qui sont quand même pour les étudiants qui sortent de nos écoles, qui les favorisent incontestablement. Et avec un certain nombre d'entreprises, de très grandes entreprises, mais pas que, qui flèchent directement des dispositifs d'accueil et d'insertion. On trouve que c'est jamais assez, mais enfin quand même en termes de CDD, qui sont pas négligeables, quoi. Alors maintenant, quand même, il y a des contraintes. Alors les contraintes, la plus forte, c'est évidemment des contraintes de coût. C'est que les... Enfin, je ne sais pas, parce que la CPNJ, c'est être discrète, si elle croule sous les demandes de reconnaissance de formation qui souhaitent l'accréditation, mais c'est que le ticket d'entrée, il est extrêmement cher et extrêmement coûteux, et d'entrée et de renouvellement, extrêmement cher, extrêmement coûteux, parce que ce sont des... Bon, alors, je pense que tous ceux qui sont dans des structures universitaires le savent, en général, héberger, vous le savez sans doute, le QEJ le sait, et Pascal le sait aussi pour Dauphine, héberger une filière de journalisme, c'est à peu près l'assurance d'avoir la filière à l'étudiant la plus coûteuse de l'établissement d'enseignement supérieur. Du fait du matériel, du fait du nombre d'heures d'enseignement. Il y a surtout le coût humain, c'est-à-dire à la fois d'avoir des petits groupes, parce que on n'apprend pas la télé en amphi, et du poids, de l'importance du référentiel, du nombre d'heures. On a des masters qui sont, alors là, on a des masters qui ont un nombre d'heures qui peuvent être jusqu'au triple, voire parfois, comment j'ai pris le QEJ, c'était même le quadruple du master commun sur 2 ans de l'université. Donc ça, le coût humain, il est énorme et il pèse énormément. Alors bien sûr, par ailleurs, il y a du matériel. Il faut des caméras, il faut des logiciels, il faut des ordinateurs, il y a des déplacements pour peu qu'on ait des localisations, c'est des déplacements pour les étudiants. En général, je dois dire que l'essentiel de ces coûts-là, jusqu'à présent, et comme on est en période de rétraction, c'est pris sur les ressources propres, parce que les cursus, les écoles de journalisme ont quand même l'avantage, je ne sais pas si Pascal en parlera un moment, mais de pouvoir développer des ressources propres, que ce soit, même si ça diminue, cher Pascal, par l'apprentissage ou par la formation continue. Voilà. Donc, il y a, en général, ce n'est pas forcément le matériel. Alors, le matériel est très coûteux, mais vraiment, le volume horaire, il est colossal, à la fois à cause des contraintes, enfin des charges du référentiel, et puis comme partout dans le monde pédagogique, à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, on n'en enlève jamais, donc ça, ou rarement, on va dire, et puis de la nécessité d'avoir des petits groupes. Pour vous donner un point d'illustration, à l'Université Paris-Dauphine, le plafond horaire par étudiant, c'est 17 heures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous montez une formation, on compte combien d'étudiants dans la formation,
on multiplie par 17 et on vous affiche combien vous avez d'heures disponibles. Donc une école de journalisme, par exemple, imaginons, vous avez 2 années, 50 et 50, 100, 100 fois 17 égale 1700. Vous avez 1700 heures de dotation. Ça, c'est le plafond qu'attribue l'université. Pour une formation comme la nôtre, la dotation horaire, enfin la consommation horaire, pas la dotation, elle est de 51 heures par étudiant. 51 heures par étudiant, c'est-à-dire qu'on a, comme tu l'as dit, et même au chiffre près, 3 fois la dotation des autres. Donc ça veut dire que pour nous, une des qualités d'un directeur d'un cursus d'école de journalisme, c'est sans cesse de se battre pour faire valoir auprès de son université et auprès de tous les cursus pourquoi notre formation coûte si cher que cela. Et c'est très compliqué parce qu'évidemment, quand vous êtes avec les autres directeurs de département partout ailleurs, vous devez défendre que dans l'intérêt de la démocratie, c'est évident qu'une université, elle doit investir. Mais elle fait un investissement, vous voyez, qui est considérable, c'est-à-dire qui est 3 fois supérieur. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, qu'on vit et qui est un combat parce que, évidemment, moi, tous les ans, au conseil d'administration, j'apparais comme la formation la plus chère. Et j'ai jamais l'impression, je suis la formation la plus chère, mais j'ai jamais l'impression que c'est pour dire regardez ce que Paris-Dauphine fait pour la formation des journalistes, c'est formidable. Je pense que c'est quand même pour nous dire mais vous consommez vraiment trop dans la dotation horaire, est-ce que vous ne pourriez pas réduire un peu cela, quoi. Terminez Nicole et puis on fera réagir bien sûr Ludovic Finesse. Oui. Non, mais donc tout ça pour vous dire que c'est quand même une formation alors très atypique. On a évoqué la double accréditation, qui est aussi une contrainte, d'une certaine façon. On a évoqué la double accréditation tout à l'heure. On a ces contraintes de coût. Et puis, on a aussi, même si les relations avec la CPNEJ peuvent être bonnes et fluides, on n'a pas la main sur le référentiel. Et on a, par ailleurs, ça c'est la double accréditation, quand même des réponses à apporter dans l'accréditation demandée par le ministère. Donc, les établissements ont une grande liberté pédagogique, mais dans l'élaboration du référentiel, il peut y avoir une accumulation d'injonctions, pour le dire comme ça, et qui parfois, au final, ça se fait au détriment aussi des étudiants, du temps qu'on leur laisse pour réfléchir, de l'autoréflexivité sur le métier, du temps qu'ils peuvent se poser pour se dire qu'est-ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup d'autonomie et on leur met de plus en plus d'heures. Donc, même si on essaye de naviguer entre ces différents écueils, il faut savoir qu'au final, il faut quand même aussi faire un bilan pédagogique de la chose, parce que très souvent, nos étudiants n'ont pas beaucoup le temps de souffler et sans doute pas assez le temps de souffler. Merci pour cet état des lieux. Finalement, Ludovic Finesse, est-ce que vous pouvez réagir sur notamment cette exigence de quantité d'enseignement ? Oui, alors je vais réagir là-dessus. 2 petits mots avant, très, très rapidement, sur ce que ça entraîne, une reconnaissance, un renouvellement de reconnaissance du point de vue des étudiants. Mais bon, là je pense qu'il doit y avoir des étudiants qui en sont convaincus. C'est effectivement un placement, si on veut parler rapidement, qui ne se fait pas tout à fait de la même façon dans une école au cursus reconnu et dans une école au cursus non reconnu. Mais ça Nicole l'a dit, voilà, il y a des liens de confiance évidemment qui se tissent et qui sont aussi basés sur ce gage de qualité entre guillemets qui est la reconnaissance du cursus. Il y a d'ailleurs aussi des médias tels Radio France ou France Télé qui réservent leurs stages ou leurs apprentissages à des étudiantes et des étudiants qui sont issus en journalisme bien sûr, issus d'un cursus reconnu. Maintenant sur effectivement nos exigences, c'est vrai qu'on l'est, la lourdeur du dossier, etc. Pour vous donner un petit exemple, et encore ça recoupe pas tout, parce que la réflexion avait commencé chez eux bien avant et les premiers contacts avaient commencé bien avant. Mais en gros, si on prend l'exemple concret de Gennevilliers, donc qui est le cursus qui a été reconnu la fin janvier. Fin janvier, c'est le tout dernier
dernier acte, entre guillemets, quasiment le tout dernier acte, qui est la signature en fait de l'avenant à la convention collective des journalistes, qui ajoute un cursus supplémentaire reconnu. Donc, je ne sais plus, c'est le 25 ou le 27 janvier officiellement, la signature a été faite. Effectivement, maintenant, il faut que ça paraisse au JO, mais ça, c'est vraiment la dernière étape. Le dépôt du dossier, il a dû se faire quasiment, je pense, un an avant, et parce qu'il y a plusieurs allers-retours, évidemment. Alors nous-mêmes, à la CPNJ, vous compreniez bien comment on fonctionne. On n'est pas salarié de la CPNJ, on prend sur notre temps soit de militants syndicaux, soit de représentants des organisations patronales, à côté du boulot, à côté, évidemment, à côté des engagements syndicaux pour nous et professionnels pour les organisations patronales. On se réunit en plénière quatre fois par an, mais évidemment, quand il y a des dossiers à instruire, ils s'instruisent entre deux. Ils s'instruisent dans des équipes de 4 personnes pour une première reconnaissance, alors toujours paritaire, évidemment, et 2 personnes pour un renouvellement. Donc il y a eu plusieurs allers-retours. De mémoire, le dossier, à partir du moment où il a été déposé, il a été évoqué 3 fois en plénière, donc étalé sur 9 mois. Et donc la décision, le vote final a été effectué en septembre dernier. Voilà. Alors après, évidemment, je pense que ça, c'est le gage de la qualité. Après, parce qu'il faut toujours aussi, je pense, avoir le point de vue des étudiants, parce qu'effectivement, ça se répercute aussi, nos exigences se répercutent sur leur charge de travail. C'est évident. Il y a des choses qui s'ajoutent, comme vous le disiez. Il y a des thématiques, alors je ne vais pas dire qui sont nouvelles, mais qu'on intègre, on va dire, dans la nécessité d'une formation d'étudiants, et notamment en journalisme, des questions de diversité, par exemple. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'une réflexion sur nos contenus. Est-ce que nos contenus journalistiques, médiatiques, reflètent vraiment la société dans laquelle on vit ? Malheureusement, j'en suis pas sûr. Et évidemment, ça, c'est des choses qui s'ajoutent dans les formations. La question de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, puisque la dernière révision des critères date de 2021, alors on ne va pas dire que l'intelligence artificielle n'existait pas, mais elle n'était pas aussi prégnante dans le débat. On en reste effectivement à des formules un peu générales sur une connaissance scientifique, une connaissance technique, etc. On se doute bien que, et ça a déjà commencé, évidemment, ça s'ajoute aussi dans les programmes d'école de journalisme. Il y a la question de l'alternance, qui est une grosse demande, qui est une grosse demande notamment des étudiants pour plein de raisons, qui fonctionnent et qui fonctionnent pas, mais je pense qu'on aura qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas toujours plutôt, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Mais effectivement, ça c'est une charge supplémentaire. Et nous, bien sûr, à la CPNJ, il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on fasse attention à tout ça, parce qu'on le sait, et j'imagine que vous rebondirez là-dessus, ça c'est des réflexions qui existent dans les écoles, la charge mentale, la pression qu'on se met parfois, les bourses pour obtenir certains CDD, etc. Oui, ça fait beaucoup de choses, c'est très exigeant pour les étudiants. Peut-être une réaction du côté école sur... Oui, non, je voulais juste dire là, parce qu'on se faisait la réflexion avec Pascal, le dossier, c'est 1 an quand il arrive à la CPNJ, mais c'est bien plus, parce que déjà, il faut avoir diplômé 2 formations avec les taux d'insertion, etc., etc. Donc, en fait, c'est quasiment 10 ans l'élaboration d'un dossier donc, pour montrer à quel point c'est un processus qui est lourd. Et juste une petite parenthèse de compassion et de sympathie à l'égard de la CPNJ. C'est vrai que autant les gens qui ont rédigé la convention collective ont été plutôt bien inspirés de créer la CPNJ, ce qui a été une bonne chose, parce qu'avant, c'était la gueule du client, il faut bien le dire, la reconnaissance. C'était sur un coin de table 3 patrons de presse qui se mettaient d'accord avec 2 syndicats derrière qui faisaient du lobbying pour ou contre. C'était comme ça que ça se passait, donc c'était bien. Il n'a pas été très sage de ne pas envisager ensuite de doter la CPNJ d'un minimum de moyens pour fonctionner. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Oui, peut-être on peut vous entendre, Ludovic, sur ce point, mais où on peut le réaborder un peu plus tard. Mais effectivement... tout de suite. Ouais, ok.
Oui, effectivement, vous faites bien de le rappeler. En fait, on fonctionne sans budget, par exemple. C'est très bête, hein, mais on est quand même plusieurs membres de cette CPNEJ à habiter en région et non pas à Paris ou en région parisienne. Ce sont nos organisations, soit patronales, soit syndicales, qui prennent en charge, par exemple, nos déplacements. Ça peut donner droit à des heures pour les organisations syndicales. Alors après, ça dépend des situations personnelles. C'est vrai que quand on est pigiste, ça cadre moyennement avec le fonctionnement de la pige. Hein. Ces heures de délégation, entre guillemets, à faire valoir auprès de qui, quel employeur. Bon, enfin bref, je rentre pas dans les détails. Ce qui explique aussi, parce qu'il faut tout mettre sur la table, que notre site internet, par exemple, est un petit peu indigent, on va pas se le cacher. C'est une grosse discussion du moment de dégager, mettons tout sur la table. C'est quoi? C'est 2 000 € un site internet. Il faut qu'on trouve une solution de financer un site internet qui tienne la route, alors qui est un côté public, accès à tous et toutes, hein, qui soient les critères, qui soit le référentiel, et évidemment une partie back-office, entre guillemets, qui soit réservée aux membres de la CPNEJ, tout simplement nos archives, les dossiers qui ont été instruits, etc., etc. Bon voilà, on est en train d'essayer de trouver une solution pour financer ces 2000 malheureux euros. Alors on essaye de voir s'il peut exister des budgets à droite à gauche. Pour rien vous cacher, on en était à se dire à la dernière réunion de plénière de lundi, est-ce que pour avancer, parce que tout ça est un peu long, est-ce qu'on ne va pas demander à chaque organisation de mettre 100 ou 150 € sur la table? Voilà, je vous cache rien, je vous ouvre les arrière-cuisines du fonctionnement de la CPNEJ. Effectivement, il n'y a pas de budget propre, on n'a pas de locaux propres. Notre courrier arrive à la CCIJP, donc j'y passe moi régulièrement et avant moi mes prédécesseurs pour récupérer le courrier. Et nos réunions, on les fait dans les locaux des différentes organisations. Alors je ne vais pas vous cacher qu'en général, les locaux des organisations patronales sont quand même un peu plus spacieux et un peu plus fonctionnels que nous, organisations syndicales. Donc en général, ça se passe chez eux. La plénière de lundi, elle s'est faite à la PIG, à l'Alliance de la presse d'information générale, par exemple. Ouais. Voilà, alors, vous savez tout. Merci pour ces éclairages très concrets. Mais alors, donc c'est vrai que le contraste peut être saisissant finalement entre les responsabilités qui sont celles de la CPNEJ et puis son manque de moyens. Et Nicole, est-ce que j'en ai un tout petit peu parlé lors de mon introduction, mais est-ce que vous pensez que finalement les écoles reconnues sont suffisamment bien identifiées? Et je fais le lien peut-être avec ce déficit de moyens de la CPNEJ, mais par les RH des médias, par l'enseignement supérieur, par les jeunes aussi, tout simplement. La réponse est non. Non. Je pense que c'est un vrai problème et que c'est aussi un problème par rapport à un certain nombre de critiques qui peuvent être adressées aux écoles, établissements élitistes, etc., etc. Alors, je vais être rapide, mais quand même 3 choses. Prenons le temps. Auprès des médias, il y a quand même un déficit, autant auprès des responsables peut-être que les RH sont celles qui connaissent un petit peu le mieux la CPNEJ, mais auprès des hiérarchies des journaux, des gouvernances de journaux ou des journalistes eux-mêmes. Alors, je vais prendre juste un exemple pour que tout le monde comprenne quand même. Même de la part d'entreprises que vous avez citées tout à l'heure et qui sont impliquées dans la CPNEJ, on reçoit, alors je vais donner un nom parce que c'est une grosse entreprise, donc personne ne se sentira visé de façon précise. France Télévisions, qui envoie à toutes les écoles accréditées ou reconnues des propositions de stages de 6 mois. C'est strictement interdit. Dans les critères de la CPNEJ, il n'y a pas de stage de plus de 10 semaines. Dans une même rédaction sur la longueur, d'affilée. Donc, avec un plafonnement à 26 semaines au total pour les formations en 2 ans, et puis je ne sais plus combien, Ludovic, pour les formations, pour les formations en 3 ans. En tout cas, les stages de 6 mois, c'est non. Et quand on explique au service de France Télévisions, mais ça peut être d'autres, je ne veux pas focaliser sur eux.
non, c'est pas possible. Ah oui, mais pourtant, ce serait très utile pour vos étudiants. Donc, ça veut dire une totale méconnaissance du dispositif de la reconnaissance. On peut ne pas être d'accord avec les critères de la CPNJ, après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, ils sont là et il faut les connaître. Et c'est les méconnaître que d'imaginer qu'une école reconnue peut envoyer un étudiant en stage pendant 6 mois. C'est contre-productif. Et d'ailleurs, je trouve ça très bien, moi, personnellement, que la CPNJ, au fil des ans, n'ait jamais cédé sur cette durée-là de stage. C'est vraiment parce qu'elle considère que c'est un moment pédagogique qui doit correspondre à des buts pédagogiques bien déterminés. Et pas... Donc ça, c'est un exemple, et je pourrais en aligner d'autres, mais un exemple de... Quant aux journalistes, très souvent, l'école reconnue, pour eux, c'est celle qu'ils ont faite et qui était la meilleure école, et c'était il y a très longtemps, mais c'est pas grave, c'est ça une école reconnue. Bon, je caricature à peine, hein, franchement, je parle sous contrôle de ceux qui ont affaire à ça. Même. Après, c'est méconnu aussi largement auprès des acteurs de la formation et de l'enseignement supérieur, y compris des gens qui sont assez qui connaissent bien le système, qui sont assez attentifs, qui connaissent par exemple le système qui fonctionne par la commission du titre d'ingénieur, qui délivre le titre d'ingénieur, des gens qui sont assez informés. Quand on leur parle d'écoles reconnues ou écoles pas reconnues, ils ne comprennent rien. Et ils ouvrent de grands yeux. Et ça, c'est aussi lié au système qui fait que, je me répète, mais il n'y a aucun académique dans le processus d'accréditation côté CPNJ. Donc ça, donc l'idée d'une reconnaissance qui est un système, Pascal pourrait me confirmer, qui est un système unique de ce point de vue-là. On va en parler juste après. En gros, qu'on a une accréditation où il n'y a aucun académie, ni le ministère, ni les écoles ne participent. Bon, ça c'est... Et alors, autre exemple, vous avez évoqué tout à l'heure le rachat de l'ESJ Paris. Au moment où ça s'est, par les amis de Vincent Bolloré et ses amis, au moment où ça s'est produit, le nombre de gens qui, sachant que je connaissais un petit peu les écoles de journalisme, qui sont des acteurs de l'enseignement supérieur, qui viennent me voir ou même qui m'appellent parfois pour me dire « Ah, mais l'ESJ, là, Bolloré il a racheté l'ESJ, mais l'ESJ, c'est une école... c'est une école... » Alors, connue, c'est une bonne école, ça. Non, mais c'est l'ESJ Paris, c'est pas l'ESJ Lille, c'est l'ESJ Lille qui est une école reconnue. Et l'ESJ Paris n'est pas reconnue. Et là, je vois dans les yeux de mon interlocuteur une espèce de vague qui montre que voilà, donc il faut expliquer ce que c'est que la reconnaissance, la CPNJ, le paritaire. Bon, voilà. Donc, je pense que là aussi, il y a un déficit. Et puis, troisième déficit, et non du moindre, c'est par rapport au public, par rapport à ceux qui auront envie de devenir journalistes. Alors, je ne veux pas méconnaître le travail qui est fait, qui est énorme, qui est fait alors, par les écoles elles-mêmes, par les services d'information et d'orientation, par des associations, cher Marc, comme la Chance. Non, mais il y a un boulot énorme qui est fait, mais je dois dire que c'est quand même vider la mer à la petite cuillère. C'est vraiment... Alors, le test, il vaut ce qu'il vaut, parce que ce n'est pas forcément du post-bac. Mais quand on fait journalisme à Parcoursup, là, c'est le temps, donc j'ai fait journalisme. J'ai à peu près 340 réponses. Sur les 340, j'en ai 326 privés qui sont de l'alternance de BTS de com. Bon, déjà, ça n'a rien à voir. Il y a 26 publics. Je vais d'abord parler des 3 BUT qui sont Bon, alors, il y en a 2 qui sont reconnus, un 3e qui ne l'est pas. Quand vous faites fonctionner le comparateur pour choisir entre Lannion, Cannes et Vichy, on vous sort que c'est exactement la même chose. Ça renvoie à la même fiche UNICEP. Alors, il y a Cannes qui signale dans sa homepage que la formation de Cannes est reconnue, fait partie des 14 cursus reconnus par la CPNJ. Mais ça ne parle pas à un jeune qui... vraiment... donc ça, c'est pour les 3 BUT. Et si je parle des autres publics, sur les autres publics, je ne dirais que ça, pour ne pas aller trop loin. Il n'y en a qu'une qui correspond à le prix plancher
des droits universitaires à 175 €. Les autres sont toutes payantes en plus, quoi. Que ce soit le SJ Academy, que ce soit la formation de la Sorbonne, que ce soit... Enfin bon, voilà, on en est là. Et donc, ça, bon, l'exemple post-bac n'est pas forcément le meilleur, mais c'était en chiffres, c'était le plus facile à illustrer. Oui, et puis pour le coup, même Parcoursup était un bon terrain pour regarder un petit peu tout ça. Absolument. Quoi. Ouais, tout à fait. Merci de vous être livré à cet exercice, Nicole. Alors, Pascal, je me tourne vers vous parce que à ce stade de nos échanges, on a bien compris, je l'espère en tout cas, quel était un petit peu le mode de fonctionnement de cet écosystème très franco-français, vous venez de le dire, Nicole, des écoles reconnues. En tant que membre du Conseil mondial pour l'éducation au journalisme, l'éducation au journalisme, vous avez une vision assez précise de ce qui peut se faire en termes d'agrément à l'étranger, et notamment peut-être aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous illustrer ça d'un exemple ? Oui, je veux bien vous donner un exemple, d'ailleurs, qui est assez intéressant, qui serait de prendre le dispositif d'accréditation aux États-Unis. Pourquoi c'est intéressant ? Pour plusieurs points. D'abord, parce qu'il est créé à peu près dans le même contexte que la CPNEJ. Pas exactement sur le plan du calendrier, mais on voit bien, on l'a vu par la reconnaissance des premières écoles, qu'il y a quand même une dynamique après la Seconde Guerre mondiale, avec la création du CFJ paritaire, etc., etc. On voit se créer un modèle de formation. Et en 1945, aux États-Unis, va être créé le ACIJ, donc le Conseil d'accréditation des formations au journalisme. Et il est créé à l'origine comment ? Il est créé entre un partenariat entre des organismes de formation journaliste, des universités principalement, et des éditeurs de journaux. Et avec la mission de dire qu'il faut que, voilà, on définisse finalement et qu'on compare les deux. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous permet, partant de cette base-là, et puis d'une autre petite similitude qui est qu'il y a 8 critères également, donc c'est assez intéressant. Ça nous permet de faire une rapide comparaison. Si on veut faire cette comparaison, et la spécificité française, on l'a vu ici, hein, c'est que c'est pas une évaluation par les pairs, ça c'est unique au monde dans toutes les disciplines. Ça n'existe nulle part que les établissements d'enseignement supérieur ne soient pas évalués par des gens qui sont de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qui font le métier d'enseigner. Donc ça, c'est quand même une spécificité. La CPNEJ, elle est paritaire, des employeurs et des salariés, sans représentant académique. Aux États-Unis, le système d'accréditation, il repose sur un conseil paritaire dans lequel il y a à parité des formateurs et des représentants de l'industrie, plus 3 représentants du public qui n'ont rien à voir avec la formation des journalistes, mais qui sont désignés par ce groupe. Ce groupe va émettre ce qu'on appelle un comité de visite, c'est-à-dire les gens qui vont aller faire l'évaluation, les 4 et 2 personnes dont Ludovic nous parlait. Et ensuite, ce comité de visite, il va rendre compte de la visite, de l'auto-évaluation de l'établissement, devant un comité d'accréditation qui, lui, compose 15 membres, et la majorité est du côté des formateurs. Et les séances du comité d'accréditation, elles sont publiques. Donc ça, c'est pour l'accréditation. Sur la gouvernance, la CPNEJ, elle a une gouvernance, on l'a dit rapidement tout à l'heure, mais qui, par alternance, est entre les syndicats de journalistes et les fédérations patronales, qui, pendant, je crois, 1 an, changent entre la présidence et la vice... 2 ans. 2 ans changent entre... Donc... 2 ans passent d'un côté ou de l'autre, mais avec évidemment un lien très fort entre le secrétaire général et le président. Aux États-Unis, il y a un président qui, lui, est du côté de l'industrie et le vice-président qui est du côté de la formation. Si on regarde quelles sont les règles. Alors, la CPNEJ, une procédure interne, on l'a vu, un certain nombre de critères, mais des critères qui sont finalement... voilà, moi j'ai fait un petit tableau, on les regroupe, mais qui sont à la fois détaillés et souples. C'est-à-dire que en réalité, si on analysait bien les critères, on voit que sous certains critères, on a des choses qui sont des critères, mais d'autres qui seraient peut-être plutôt des indicateurs, des éléments de preuve, etc. Mais ce qui est tout à fait logique aussi, parce qu'on l'a dit, la structure de la CPNEJ fait que les moyens de la CPNEJ sont inexistants par rapport à l'importance de la fonction. D'ailleurs, nous, dans le cadre des États généraux CEJ, on a demandé un financement pour notre instance parce que c'est fondamental pour nous qu'elle soit financée. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que 6 de ces critères sont communs. Mais quand même, si on regarde pour voir un tout petit peu la différence d'approche, juste faire un point sur j'ai pris un critère qui
dans les critères américains, s'appelle mission, gouvernance et administration, que j'ai rapproché du critère 2, conseil pédagogique paritaire. Et si on regarde comment le critère 2, je vais le lire rapidement, mais la reconnaissance du cursus d'enseignement est subordonnée à la mise en place d'un conseil pédagogique paritaire. L'établissement constitue son conseil après avoir invité à nommer chaque représentant. L'établissement peut compléter des anciens étudiants. Ce conseil veille à la séparation effective du cursus d'enseignement de journalisme et tous les autres cursus, bon, etc., etc. On voit un certain nombre de points. Si on voit la structure de comment travaille la CIMJ, c'est que le critère, c'est les politiques et pratiques de l'établissement garantissent un environnement de travail et d'apprentissage bien géré, efficace et équitablement administré. Et s'en suivent ensuite tout un tas d'indicateurs. Je vais prendre un indicateur au hasard, l'indicateur B par exemple. L'administration de l'établissement assure un leadership efficace au sein de l'établissement et le représente efficacement dans ses relations avec l'administration de l'université, en dehors de l'établissement et avec les groupes extérieurs à l'université. Donc c'est sur ces interactions. Et puis après, on nous dit décrivez en détail le rôle de l'établissement, défenseur des domaines d'études de l'établissement. Donc on voit bien que le périmètre de défense de la formation du journalisme comme une dimension académique est très fort. Et on voit que quand on écrit quelque chose comme ça, bien sûr, on vit de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est de devoir défendre sa discipline ? Quelque chose qui est un tout petit peu plus difficile à percevoir, évidemment, quand on est un peu extérieur. Et à ça, on a des éléments de preuve et qui sont, qu'est-ce que c'est que les preuves qu'on va rechercher ? Eh bien, est-ce qu'il y a une déclaration de mission écrite qui est publiée sur le site de l'école ? Est-ce qu'il y a un manuel du guide enseignant, du corps enseignant ou des documents qui prouvent le rôle des enseignants, etc., etc. On voit qu'on a tout un tas d'éléments comme ça et que ça, c'est ce qui va faire cette différence. Et ça, c'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a des points communs. L'accréditation, le processus volontaire, c'est la même chose. L'auto-évaluation, on l'a dit, le rapport, mais avant tout, qu'est-ce que c'est que ce rapport ? C'est une auto-évaluation de l'établissement, une visite et puis un rapport. La diversité des types de formation, Ludovic en a parlé sur le temps plein, l'alternance, mais sur public-privé. Tout ça, c'est exactement semblable. Les grosses différences, évidemment, c'est qu'aux États-Unis, c'est l'évaluation par les pairs, avec un processus de certification, j'y reviens pas, mais avec, on le voit bien, en trois étapes, et que donc en France, on est effectivement sur une évaluation par la profession et des critères de nature variée. Et une grosse différence aussi, c'est que le référentiel des attendus de la profession, il existe en France, mais il n'existe pas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette grille-là. Dans un contexte qui est très différent aussi, parce que nous, on est dans une logique de tutelle où on a le ministère de l'enseignement supérieur qui définit des cadres. Ça, c'est beaucoup plus fluide aux États-Unis. Il n'y a pas ces cadres nationaux. Je terminerai quand même sur le gros problème de la CPNEJ qu'on partage tous, c'est qu'il n'y a aucun moyen à la CPNEJ. C'est complètement inadmissible par rapport à l'importance de cette instance. Qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense qu'au moment d'ailleurs où la CPNEJ s'est créée, entre guillemets, je pense qu'entre les syndicats de journalistes et les éditeurs, il y a dû y avoir cette discussion à un moment donné. Qu'est-ce qu'ont décidé les Américains quand ils ont créé la CPNEJ ? Ils se sont dit, eh bien, on a un intérêt à avoir une formation au journalisme de qualité, mais ça ne se fait pas sans moyens. Et donc, tous ceux qui vont rentrer dans le dispositif d'accréditation, qui soient des organisations professionnelles ou qui soient des établissements reconnus, puisque là, en fait, sur ce titre-là, vont payer chaque année une cotisation qui, là, est fixée à 5 000 $ par membre. Et on voit bien que si on était sur quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire chaque organisation représentative de la CPNEJ compterait pour 5 000 €, il y aurait un budget qui correspondrait très précisément au-delà de ce que Ludovic... On va le faire réagir, je vois des petites étoiles qui laissent. Mais non, mais il faut ça, si on considère que ce processus de reconnaissance est un processus extrêmement sérieux, il faut qu'il y ait les moyens pour ce processus, pour que ça soit. Et ce moyen-là, vous voyez, ce n'est pas 2 000 € pour un site internet, c'est vraiment des choses qui donnent les moyens d'instruire des dossiers, d'avoir le temps nécessaire pour faire la visite, de faire des visites qui soient suffisamment longues pour pouvoir entrer, éventuellement de s'appuyer sur des experts qui sont des experts de la formation du journalisme. Voilà pour faire un peu ce tour. Merci infiniment pour cette présentation et ce petit comparatif très éclairant. On va faire réagir évidemment Ludovic, mais sur
le chemin, j'ai envie de dire, Nicole. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet éclairage par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure et le regret que vous formuliez aussi de la non-présence des pairs dans le processus de reconnaissance et de renouvellement? Oui, non, mais enfin, en fait, on est sur un dispositif alors dont on comprend historiquement comment il s'est créé, comment on en est arrivé là, mais son atypicité, si j'ose dire, le fait qu'il soit si atypique, ça génère, on en a parlé tout à l'heure, ça génère de l'invisibilité, ça génère de l'incompréhension et ça trouble et ça nuit à l'efficacité, quoi. Donc on a quand même, de ce point de vue-là, des handicaps qui font en plus c'est tout petit les effectifs de journalistes, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un terrain atypique et qui concerne les petits effectifs. On serait sur un terrain atypique qui concernerait des milliers de personnes. Mais quoi, les cursus reconnus, ça forme 600 journalistes, plus, 600 ouais. journalistes par an, un petit peu plus de 600 journalistes par an. C'est l'INSA de Lyon, elle sort pour chaque promo, la seule INSA de Lyon en sort 1000, quoi. Donc voilà, on est, en étant petit, on se paye un luxe d'un dispositif atypique qui, je pense, nuit beaucoup à l'efficacité de ce qu'on porte, de ce qu'on fait et, j'allais dire, de ce qu'on mérite. Alors, Ludovic, on vous passe le micro. Alors, à la fois sur ce petit comparatif américain, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, la recherche, c'est un peu de moyens pour vous, mais, et puis peut-être aussi sur l'aspect non-représentation des pairs, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur dans le processus de reconnaissance. Oui, alors déjà pour commencer, un tout petit point de détail sur la gouvernance. En fait, la différence de titre entre secrétaire général et président ou présidente n'a pas grande importance. C'est plus une alternance de titres tous les 2 ans qu'autre chose. Il se trouve que là, donc, on a renouvelé ce qu'on appelle nous le bureau. Hein. Le bureau, c'est un président ou une présidente. Donc, là, c'est moi pour 2 ans. Au titre du SNJ-CGT, j'ai 2 vice-présidentes. Il y a un secrétaire général qui est Vincent David du SPHR et qui a 2 secrétaire général adjointe, pardon. Voilà, c'est plus une alternance de titres qu'autre chose. Il se trouve que Vincent David, non seulement intègre le secrétariat général, mais intègre la CPNEJ tout court depuis le 1er janvier. Bon, forcément, ça demande un petit temps d'adaptation, mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de différence. Oui, sur la question des moyens, bon, c'est sûr que ce que j'entends fait un petit peu rêver. Bon, très concrètement, en fait, le souci essentiel qui est le nôtre, c'est sur les tâches de secrétariat, parce que pareil, hein, je vous ai ouvert tout à l'heure les arrière-cuisines, donc continuons à vous ouvrir les arrière-cuisines de la CPNEJ. Là, par exemple, on a eu notre plénière lundi, donc on a identifié 4 écoles qu'on va solliciter pour le renouvellement là, dans les jours qui viennent. Bon, il faut tout simplement envoyer la bonne lettre, le bon mail avec les bons documents, etc. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et évidemment, de toute façon, je vais attendre d'informer par courtoisie, non pas par un mail officiel, mais d'abord en direct. D'ailleurs, certains sont dans cette salle, donc j'en profiterai. Profite de dire que le SJ Lille va être sollicité d'ici quelques jours. Je l'ai fait en direct pour d'autres. Hein. Voilà, si on avait ne serait-ce qu'effectivement un poste de secrétariat à temps partiel, ça nous faciliterait beaucoup la tâche. Hein. C'est très bête, hein, mais effectivement la réception des dossiers, la demande des renseignements et des documents complémentaires, parce que ça arrive toujours, quoi. Voilà, sur les moyens, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et effectivement, si on avait un budget, ça permettrait peut-être de fonctionner. Ça permettrait de fonctionner différemment et de consacrer notre temps à d'autres tâches, quoi.
Ludovic, peut-être pour terminer, avant de passer le micro, peut-être dans la salle pour des questions, mais sur le plan, j'ai envie de dire, du travail de fond de la CPNEJ et non plus seulement sur les questions liées à l'organisation institutionnelle des choses, quels sont les axes de réflexion, si vous pouvez vous permettre de les partager avec nous, de la CPNEJ? Alors, en vrac, je vous livre quelques petites questions, comme tout bon journaliste en quête d'information, mais après une 15e école reconnue, y en aurait-il une 16e dans les tuyaux? Quid de votre réflexion? Effectivement, vous y avez un tout petit peu fait référence tout à l'heure sur l'alternance, qui n'était pas une évidence pour la CPNEJ, sur la diversité, dont on s'est un tout petit peu parlé aussi tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous livrer des derniers avancements de la réflexion de fond de la CPNEJ? Alors oui, effectivement, il y a d'autres dossiers de demande de reconnaissance. Là, sincèrement, j'irai pas plus loin parce que c'est pas notre rôle à nous. On en a rediscuté en plénière lundi. C'est pas notre rôle de divulguer ce type d'infos. Après, si les écoles en question souhaitent le faire savoir, ça les regarde. Il n'y a aucune interdiction là-dedans. Mais voilà, je n'irai pas plus loin et ne me faites pas boire ce midi. Je ne dirai rien. Plus sérieusement, sur les réflexions de fond, il y en a une qui est assez évidente, qui a d'ailleurs donné lieu, alors c'est pas la CPNEJ qui a organisé, mais la CPNEJ a participé, qui a donné lieu à un colloque d'une journée il y a peu de temps, fin janvier de la CNMJ, c'est l'alternance. Parce que très clairement, l'alternance, alors c'est pareil, c'est comme l'IA, ça n'a pas démarré il y a quelques années, mais ça prend tout de même une importance particulière. Alors, bon, avec des petits à-coups. Là, par exemple, on a vu que dans les attributions de première carte à la CCIJP, il y a eu notamment une baisse du nombre d'alternants, mais ça c'est lié au financement qui sont derrière. Là, je rentre pas là-dedans. C'est vrai que là pour le coup, c'est un combat que mènent notamment les entreprises sur les financements. Bon, les écoles aussi. Mais nous, notre rôle là-dedans, il est essentiellement en fait de s'assurer que les écoles, et bon, on sait qu'elles le font, mais on se doit de mener ce contrôle, que les écoles évaluent ce qui se passe dans les entreprises et évaluent ce qui est acquis dans les entreprises. Parce que bon, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais en dire un peu plus. Mais évidemment, il y a une partie de notre référentiel qui peut être acquis en entreprise, notamment lors d'une alternance, pas les enseignements théoriques. Je pense que tout le monde comprendra pourquoi. Un exemple un exemple parlant, je pense, la question de la déontologie. Bon, là, pour le coup, je pense que oui, donc c'est une partie de la première partie du référentiel, donc qui est sur les attentes, notamment techniques, qui peut être acquise en entreprise, avec un processus d'évaluation par l'école. Et nous, on demande de connaître en fait le processus d'évaluation. Sur la question de la déontologie, évidemment, il y a des choses qui sont évidentes à apprendre à l'école, qui sont les textes fondamentaux de la profession, etc. Évidemment que là-dedans, dans la pratique au quotidien, ça se reflète aussi. Je veux dire, la façon dont on réalise son métier au quotidien quand on est alternant dans l'entreprise, bien sûr qu'il y a des aspects qui sont en lien avec la déontologie. Voilà, pour vous illustrer un petit peu ce qui doit être enseigné absolument d'un côté, l'école, et ce qui peut être enseigné dans la profession. Et puis après, je reviens pas sur tous les. Donc nous, c'est notre réflexion, c'est de se dire quel regard nous-mêmes on a sur la façon dont les écoles regardent ce qui se passe dans les entreprises. Après, au-delà de ça, mais là c'est plus la casquette syndicale qui parle et pas forcément CPNEJ. Nous, syndicalement, effectivement, on a aussi intérêt à aller voir ce qui se passe dans nos rédactions, et y compris les conditions de travail des alternants, qui soient issus d'écoles au cursus reconnu ou qui soient issus d'autres formations. Et alors, juste pour faire le lien avec le tout dernier aspect sur la diversité, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous êtes d'accord avec l'interprétation suivante, c'est-à-dire que la CPNEJ, qui était à l'origine, et pour des raisons que vous avez rappelées, assez timide, enfin pour le dire comme ça, c'est assez euphémisant, sur l'alternance, a quand même récemment changé un peu sa vision des choses, parce que l'alternance pouvait être
d'après votre analyse des choses, facilitatrice pour la diversité, pour la question de la diversité? Alors, je ne sais pas si on était frileux. Je pense que c'était un petit peu plus le reflet de ce qui se passait ou de ce qui ne se passait pas dans les écoles et dans les entreprises. C'est clair que nous, au départ, et ça transparaît très bien quand on lit nos critères, l'alternance est évoquée dans un critère sur quelques lignes. C'était clairement une possibilité, c'était vu comme une possibilité de voie bis. Aujourd'hui, ça devient, en caricaturant à peine, une voie majoritaire dans certaines écoles ou dans certaines années du cursus. Donc voilà, c'est plus, je pense, une adaptation à une évolution des réalités du métier. Effectivement, ça nous a amené à poser quelques petites précisions. Alors ça peut paraître très, très bête, mais c'est quand même mieux quand c'est écrit que l'alternance. Évidemment, nous, on en était resté dans nos écrits à l'entreprise. Évidemment, sous-entendu pour nous, entreprise de presse. Bon, ça va mieux quand même en l'écrivant, donc on le rajoute. On demande effectivement à ce que la liste des entreprises dans lesquelles se déroulent les alternances nous soit communiquée dans les dossiers. Et on demande aussi à connaître la procédure d'évaluation de l'école sur ce qui se passe dans les entreprises. Est-ce que demain, là je vois que l'heure tourne, donc s'il y a des questions, on répondra, mais est-ce que demain, on ira plus loin? Voilà, il n'y a rien de décidé, il y a des réflexions sur la table. Très bien. Alors, une dernière réaction de Pascal, puis on passe le micro. Oui, non, juste pour ajouter, parce que je pense que c'est très bien d'avoir la nature de l'entreprise, mais pour nous, ce qui est déterminant pour accepter ou non une alternance dans un média, c'est la délivrance de la carte de presse. Et il me semble que dans votre argumentaire, si vous travaillez sur ces critères, je pense que ça, c'est un élément essentiel. Parce que la liste des entreprises, c'est une chose, mais la délivrance de la carte de presse, et je rappelle que le lien fondamental de la reconnaissance, qu'est-ce que c'est? C'est la réduction du stage à 1 an. Ça veut dire qu'il y a un lien total entre la reconnaissance et la carte de presse, et que ça me semble aussi intéressant que vous ayez une vision claire sur le fait que ce soit des entreprises qui délivrent la carte de presse. C'est-à-dire des entreprises qui adhèrent à la convention collective des journalistes. Ouais. Voilà. Non, mais clairement, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui n'adhèrent plus, qui sont de production de contenu. Et là, je parle d'entreprises, je ne parle pas simplement de personnes. Et qui choisissent d'adhérer à d'autres conventions que la convention collective des journalistes. Absolument. Merci infiniment à tous les trois pour ces éclairages et ces rappels. On va se donner presque un quart d'heure pour éventuellement prendre des questions. Alors, dans l'ordre, j'ai vu une main se lever au fond, mais c'est madame avec le gilet bleu qui a gagné, donc allez-y. Alors, juste en un mot, je me présente, Mariana Gréppinet. Moi, je suis journaliste, j'ai passé 19 ans à Paris Match, que j'ai quitté en 2023 lors du rachat par Vincent Bolloré. Et je mène aujourd'hui une thèse à Paris-Pont-et-Moissas sur le rôle et la place des journalistes dans l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, ma question, en fait, c'est dans le référentiel de compétences qui est le vôtre. Comment vous introduisez de nouveaux domaines? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de nouveaux domaines? Et est-ce que vous avez déjà évoqué le fait que l'éducation aux médias et à l'information pourrait rentrer dans ce référentiel? Est-ce que vous pensez, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez que ça pourrait l'être un jour, sachant qu'il y a un certain nombre d'écoles qui ont déjà mis en place des choses, y compris de manière obligatoire, même si c'est encore très limité? Oui, il existe d'ailleurs aussi des certifications à l'éducation aux médias dont sont partenaires certains organismes, notamment certaines écoles. Les critères, la révision des critères, c'est un processus très lourd. Il a été mené à bien parce qu'il a été débuté avant la dernière fois en 2021. On est arrivé à la période, c'était à peu près à la période Covid, ce qui fait que ça a été plus long que prévu. Et d'ailleurs, ça a eu des conséquences aussi sur certains dossiers, sur certaines demandes de reconnaissance on ne pouvait pas étudier. Pendant cette période, on avait commencé à réviser les critères. On ne pouvait pas étudier de dossiers sans avoir abouti aux nouveaux critères référentiels. Donc c'est un processus assez lourd. Pour ce qui est de l'éducation aux médias, alors là,
vous mettez un point sur un point qui est important, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment là-dessus, et notamment des incertitudes de financement, puisque vous avez tous en tête la décision du ministère, hein, de la suspension au moins du pass culture, et qui notamment intervient dans des financements d'éducation média et à l'information. Et il y a beaucoup de journalistes pigistes qui font une partie importante aujourd'hui de leur activité dans l'éducation aux médias. Donc oui, ça devient une part d'activité. Pour certains journalistes, en plus de la pige ou autre. Voilà, donc oui, pourquoi pas Oui, on l'a évoqué. Maintenant, comme je ne vous le cache pas, les dossiers prioritaires, effectivement, ce sont les dossiers de renouvellement, ce sont les dossiers de reconnaissance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça demande beaucoup de temps. Et la révision des critères, du référentiel, tout ça, c'est des choses assez lourdes à mener. Oui. Ouais. Alors, juste une précision, là, parce que j'ai le critère 4, donc les attendus de la profession sous les yeux. Donc, au chapitre 1.4, déontologie, il y a actuellement une phrase: promouvoir les outils mis à disposition du public pour lutter contre les fausses informations, entre parenthèses, éducation aux médias. Voilà. Il y a une référence qui est un peu sibylline encore, mais bon, après, tous les attendus, les attendus, c'est une liste de choses assez sibylline. Voilà, c'est ça. Et alors après, effectivement, ça peut donner lieu à des développements plus ou moins poussés suivant les écoles. C'est le cas d'autres choses, hein. Je parlais de l'IA tout à l'heure. Effectivement, pour l'instant, on en reste à... alors, j'ai pas la formule exacte en tête, mais en gros, c'est les connaissances scientifiques, c'est l'intérêt pour ces questions-là. Mais oui, évidemment, ça peut potentiellement sous-entendre un nombre d'heures conséquent ou pas sur ces thématiques-là. Effectivement, on a tout un tas comme ça d'attendus qui peuvent être plus ou moins développés. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a cette liberté effectivement pédagogique qui prime, même si nous on vérifie. Et juste, alors avec ma casquette de direction d'école, pour compléter un tout petit peu la réponse, il y a ce qui est prévu dans les maquettes de cours ou pas, et puis il y a tout ce qui peut se faire aussi par ailleurs en dehors des cours officiels, j'ai envie de dire, hein. Donc là, évidemment, ça repose aussi sur le dynamisme et la mayonnaise qui prend ou prend moins à certains degrés, et en fonction des périodes aussi, par rapport à des projets qui peuvent être menés avec le soutien d'enseignants par des étudiants en lien avec l'EMI. Voilà. Mais il faut bien faire le distinguo entre les opérations clairement identifiées dans la maquette et puis tout ce qui peut être des activités supplémentaires menées par l'école. Voilà. Je passe la parole au fond de la salle à Didier Desormeaux, qui est un bon connaisseur de l'univers des écoles, de la CPNEJ, de la CNMJ, et j'en passe. Et Marc après, oui, Marc après. Siéger à la CPNEJ est un des rédacteurs justement des critères plus forts qui ont été élaborés, et président et secrétaire général un certain nombre d'années à la CPNEJ, côté employeur, hein, le syndicat des médias de services publics audiovisuels. Je vous ai juste rajouté deux petits points. Le premier, la CPNEJ, ce n'est pas simplement une activité pour le renouvellement des 2 ans et des 4 ans, c'est une procédure d'alerte. On est sollicité, enfin on était, j'en fais plus partie, mais on était sollicité régulièrement quand il y avait par exemple au niveau des nomenclatures des confusions au niveau du ministère sur information et communication, où là la CPNEJ en tant que telle, représentant la profession dans toute sa diversité, pour dire attention, alerte, etc., donc rendez-vous au ministère, et inversement, y compris quand à l'intérieur des écoles, il peut y avoir des difficultés, la CPNEJ peut être alertée, et par contre-coup, donc c'est juste pour dire que c'est quand même une procédure d'urgence ou d'alerte qui existe et qui est important à souligner. La deuxième chose, c'est que on pourrait penser qu'il existe la CEJ, la CPNEJ.
Il existe une structure entre les deux qui s'appelle la Conférence nationale des métiers du journalisme, donc la CNMJ, qui est complètement ouverte, qui fait une activité, pareil, bénévole, mais qui est totalement gratuite à disposition de tous, y compris par les livrets, vous avez Vert et Laurent qui sont là durant les assises du journalisme. Et là, je pense que c'est une espèce de matrice à idées. Tous les ans, il y a une nouvelle thématique qui nourrit, je pense, la CPNJ, qui nourrit également la CEJ, et inversement. Et je pense que cette instance a sa véritable utilité, dans le sens où elle permet justement une réflexion, comme il y a eu l'alternance en février dernier. Ça peut être de la déontologie, ça peut être un certain nombre de thématiques comme ça. Donc c'est important à souligner. Et puis il y a un site qui s'appelle cnmj.fr qui est ouvert à tous. Et là, on est vraiment de suivre toute l'activité de réflexion du journalisme. Voilà. Merci pour cette intervention. Marc Epstein, président de la Chance pour la diversité dans les médias. En fait, je voulais surtout faire part de ma perplexité. C'est-à-dire que je trouve le système général, ce dont on parle ce matin, formidable sur le principe. Il y a des cursus, Nicole en a parlé, il y a des centaines de cursus en France qui prétendent vous former au métier de journaliste. Et il y a une quinzaine d'écoles qui sont reconnues pour leur sérieux. Bon, c'est formidable. Ces écoles, elles existent pour les jeunes, bien sûr. Elles existent afin que cette formation soit de la meilleure qualité possible, etc. Des jeunes, il y en a des centaines qui passent aux assises, il y en a des centaines qui bénéficient de l'éducation aux médias, etc., etc. Je ne doute pas, je me réjouis de l'existence de ce système. Je me réjouis de votre sérieux, de votre savoir-faire. Je suis perplexe quant à l'absence, le manque de faire savoir. C'est-à-dire que ces jeunes qui viennent aux assises, ces jeunes qui cherchent sur Internet des écoles de journalisme, qui cherchent au fond quelles sont les meilleures écoles. Comment le savent-ils? Est-ce qu'il serait si compliqué d'élaborer un logo, de se mettre d'accord entre les écoles reconnues pour que sur la page d'accueil des 15 écoles en question, il y a un encadré à la une qui explique ce que c'est que ces écoles reconnues, en quoi elles sont différentes des autres. Nous voyons arriver à la Chance tous les ans des dizaines et des dizaines d'étudiants qui se sont endettés auprès des banques, etc., qui ont fait des écoles non reconnues et qui viennent chez nous en sortant, encore une fois, de 2 ans d'école non reconnue et qui veulent faire la Chance pendant 8 mois afin de faire une deuxième école qui, elle, serait reconnue et qui, bien entendu, parce que ce sont les meilleures écoles, leur donnerait de meilleures perspectives d'emploi. C'est un gâchis extraordinaire. Et je ne comprends pas quelle est la difficulté qu'il y a à être mieux visible, à être mieux identifié, à mieux faire connaître ce système. Je vais laisser la parole à Pascal, mais juste une chose, le problème, il n'est pas tant que les écoles reconnues elles aient un logo ou pas de logo, parce que tout se passe, c'est ça, tu viens de le dire, tout se passe bien avant, d'une certaine façon, et avec un certain nombre, un grand nombre d'acteurs. Je ne sais plus combien c'est de gamins par génération maintenant. On en est à... Alors tous veulent pas être journalistes, bien évidemment, mais ça veut dire que le nombre d'acteurs qui devraient être impliqués, mais bien en amont de l'arrivée sur le champ de la... quelqu'un qui arrive déjà sur le site d'une école reconnue, s'il voit un logo d'une école reconnue, c'est qu'il a déjà entendu parler des écoles reconnues. Donc c'est déjà très tard, quoi. Le problème, c'est tous ceux qui aimeraient entendre parler des écoles reconnues et qui ne le savent pas parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc c'est pas qu'une histoire de logo, quoi. On est vraiment au démarrage. C'est-à-dire qu'au final, quand on discutait avec Arnaud, quand on a préparé cette table ronde, il dit « Ah oui, mais moi, je vois arriver des jeunes qui ont fait des écoles non reconnues, ce que tu dis, qui ont fait des écoles non reconnues, mais qui nous ont bien repérés après. » Ben oui, mais enfin, s'ils nous avaient repérés avant, ils n'auraient pas fait leurs écoles non reconnues. Donc la question, elle est vraiment très en amont et avec un moment où
où là, c'est mobiliser des moyens énormes et pas forcément à la mesure de ce que peuvent faire les 15 écoles reconnues, quoi. Enfin, Oui, alors on va laisser répondre Pascal. Après, il y aura une toute dernière question par madame et après, il faudra vraiment qu'on s'arrête. Et juste, je voudrais signaler, mais peut-être que tu allais le faire, Pascal, on a parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'initiatives pour faire connaître, etc. Et je pense qu'on peut dire que chaque école aussi prend son, comment dirais-je, son fardeau par rapport à cette question-là. Il faut aussi signaler l'existence d'un livret qui s'appelle Le Petit Manuel, qui est édité tous les 2 ou 3 ans par l'association Égalité... Voilà, c'est ça, voilà, culture et diversité, et qui, finalement, c'est un formidable objet qui a pour vocation, entre autres, de se retrouver dans les centres d'orientation des lycées, par exemple, ou les DOSIP des universités, justement pour offrir cette vision un peu globale et panoramique sur l'ensemble des écoles reconnues. Mais il y a encore, effectivement, beaucoup à faire. Pascal. Non, mais qui est responsable de cette situation? C'est ni la CPNEJ ni la CEJ qui a son logo. Et si on a une raison pour laquelle on a notre logo, c'est aussi pour nous identifier comme un collectif, bien qu'on soit des écoles différentes, on est bien un collectif. Et d'ailleurs, sur chacune de nos sites, vous retrouverez la liste des écoles parmi les plaquettes qui sont à l'entrée de nos établissements. Qui est responsable? C'est le ministère. Le ministère, bien qu'il existe un dispositif d'accréditation, bon, on va l'appeler de reconnaissance, hein. Bien que ce dispositif existe, qu'il existe depuis les années 50, qu'il soit très robuste, qu'il est prouvé en termes d'insertion professionnelle, tout ça existe. Par analogie, dans d'autres secteurs, le titre d'ingénieur, il y a une commission du titre d'ingénieur, qui attribue le titre d'ingénieur. Vous avez le titre d'ingénieur, vous avez le droit de vous appeler école d'ingénieur. Vous n'avez pas le titre d'ingénieur, vous n'avez pas le droit de vous appeler école d'ingénieur. On pourrait tout à fait imaginer que le ministère décide, sur la base de la CPNEJ, d'autoriser l'utilisation du terme école de journalisme à ces 15 formations, ces 15 écoles, et qu'après, tout le monde est libre. Évidemment, on est dans une démocratie de faire une formation au journalisme, mais que le terme soit sanctuarisé. Et ça serait très facile à faire parce qu'effectivement, on a ça. Mais le ministère ne veut pas entendre parler de ça, pour des raisons que j'ignore, qui m'échappent, et après on ouvre un marché terrible, comme tu le dis, hein, et un marché qui fait qu'on a des jeunes qui vont faire un premier cycle dans des formations non reconnues et qui n'auront même pas le droit, en tout cas en ce qui nous concerne, de s'inscrire au concours parce qu'ils sortiront avec 0, rien du tout. Et on laisse le marché se faire avec des masters E, accent grave RE, AIRE, bachelor, titre RNCP, tout ça ne vaut rien, c'est 0, bien entendu, hein, mais ça... On dérégule, c'est pas grave. En fait, qui est-ce qui paye à la fin? C'est les familles, c'est les gamins eux-mêmes qui sont derrière ça. C'est absolument scandaleux. Là, vous avez sans doute vu qu'il va y avoir une mission sur l'enseignement supérieur privé. Bon, hélas, on va se poser des questions quand on voit déjà qui sont le groupe en question qu'il a pu réunir dans son conseil d'administration. On peut avoir des doutes jusqu'où ira cette mission. Mais en tout cas, c'est bien la chose. Le levier, c'est au ministère. Et encore une fois, c'est pas d'avoir un monopole, c'est pas ça du tout. Tout le monde peut faire des formations en journalisme. Mais si on décide d'être une école de journalisme, comme si on décide d'être une école d'ingénieurs, et bien à ce moment-là, on rentre dans un processus de reconnaissance extrêmement exigeant. Et ça doit être une valeur pour aussi l'ensemble de la société. Merci Pascal. Alors, merci à toutes et tous pour cette première table ronde. N'oubliez pas la prochaine sur l'IA et ses effets dans l'enseignement des écoles de journalisme. Merci beaucoup. Merci.